Bonjour à tous. Alors, la semaine dernière, on a joué sur PokerStars pour la première fois pour la majorité. Pour les autres, c'est un petit peu dommage, mais vous avez quand même vu comment on allait jouer au poker, comment ça fonctionnait. C'est sûr que ça serait préférable d'être en classe puis de pouvoir l'essayer tout le monde puis de pouvoir y aller lentement, mais je pense que dans les circonstances, c'est quand même la meilleure façon qu'on a fait. Dans cette première vidéo de la semaine, j'ai deux choses particulièrement à vous dire. La première, c'est que PokerStar fait beaucoup de choses pour nous. C'est lui qui brasse les cartes, c'est lui qui me dit qui met les blinds, c'est lui qui décide qui gagne. C'est lui aussi qui décide qui monte son jeu en premier. Pardon. Sauf que dans la vraie vie, souvent, on ne veut pas donner d'indications aux autres joueurs, on ne veut pas montrer nos cartes quand ce n'est pas nécessaire. Donc, on n'a pas à montrer nos jeux tout le monde en même temps, il y a un ordre pour ça. C'est ce que je tente de vous expliquer. Alors, j'ai dessiné une petite table de poker. J'ai D pour le dealer, comme on fait d'habitude, les joueurs E, F, G, H, I. Supposons que tout a été mis sur la table, le flop, le tournant et la rivière, et que quand la carte de la rivière il n'y a personne qui mise, tout le monde check. Le joueur qui monte son jeu en premier, c'est dans le sens des aiguilles d'une horloge, après le brasseur, parmi tous ceux qui sont encore en jeu. Donc, si, mettons, le joueur E avait jeté ses cartes, le joueur G et le joueur H, le premier joueur a montré son jeu, comme le dealer et le D, ça serait le joueur F. Il monte son jeu. Après ça, ça va au joueur I. Le joueur I, s'il bat le joueur F, il doit montrer son jeu pour pouvoir remporter le pot. S'il est sûr de perdre, il a le droit de cacher ses cartes, de les mettre dans le centre et de dire j'ai perdu. Et après, c'est le joueur D. De la même façon, s'il bat le joueur F, il monte son jeu. Et sinon, il a le droit de garder ses cartes cachées, de les mettre dans le milieu. Et là, le joueur F aurait gagné. Ce serait le seul qui aurait montré son jeu. On n'est pas obligé de cacher notre jeu quand on ne gagne pas. On peut toujours le montrer si vous êtes incertain ou quand vous n'êtes pas habitué. On peut toujours montrer notre jeu parce que c'est pas ce qu'on dit qu'on a qui compte, mais c'est réellement la valeur du jeu. Donc, tu dis, ah, finalement, j'ai rien. Puis là, en tournant tes cartes, quelqu'un d'autre dit, oui, oui, regarde, tu as une suite. Alors, tu l'emportes. C'est pas parce que toi, tu ne l'avais pas vu que tu ne l'emportes pas. Donc, quand on n'est pas habitué, on est mieux de montrer nos cartes pareilles. Mais quand on le sait qu'on perd, souvent, on est mieux de cacher nos cartes pour ne pas donner d'indication aux autres joueurs sur la façon dont on joue. Qui va montrer ses cartes en premier? Ce n'est pas une question qu'il va avoir à l'examen, puis on n'a pas besoin de le savoir, sauf que je pense que c'est important, parce que si vous jouez au poker quelque part, il y en a qui vont dire hey, montre ta main, tu vas pouvoir dire non, c'est pas à toi, c'est à l'autre. Qu'est-ce qui se passe par contre s'il y a eu des mises après que la rivière soit tournée? Mettons qu'après que la rivière soit tournée, on a les trois mêmes joueurs qui sont encore dans la main, F, I et D. Supposons que le joueur F check et le joueur I mise. Le joueur D décide de suivre et le joueur F aussi. Tout le monde est égal, la brasse est finie. Qui monte son jeu en premier? Bien, c'est F qui a mis ses jetons en dernier, donc c'est le suivant. C'est I, celui qui a relancé le dernier coup, dans le fond, qui doit montrer son jeu en premier. Donc c'est I qui monte son jeu, après ça D, après ça F. Donc, c'est toujours comme le joueur suivant du dernier qui a fait quelque chose. Là, F était le dernier à égaliser. Donc, c'est I qui monte son jeu en premier, D et F. Et si personne n'avait misé, comme on a dit tantôt, ben, c'est le suivant du brasseur. Donc, c'était la première chose que je voulais vous parler de cette vidéo, là, qui montre son jeu en premier. La deuxième chose, on a vu pour ceux qui ont joué que c'est pas toujours évident de savoir est-ce que mes cartes sont belles, est-ce que ça vaut la peine d'y aller. Et ça, on va voir dans la troisième semaine du poker qu'il y a différents joueurs de poker, qu'il y a différents styles de joueurs. Mais pour l'instant, quand on n'est pas habitué, qu'est-ce que c'est qu'une bonne main, puis qu'est-ce que c'est que pas une bonne main? C'est sûr que ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui ont un certain type de main de départ, d'autres qui en aiment mieux d'autres. Fait que c'est pas constant pour tout le monde, mais il y a quand même des constantes. La meilleure main, c'est clairement quand on a deux as dans les mains. Et la pire main, quand on est 10 joueurs, c'est un 2 et un 7 de sortes différentes. Parce qu'on n'a pas vraiment de sorte de chance de couleur, puis on n'a pas de chance de suite. Quand on est à 1 contre 1, quand il reste juste deux joueurs, c'est plus 2 et 7 qui devient la pire main, c'est 2 et 3. Mais c'est quand même des mains qui sont toujours très négligeables. Ils peuvent gagner, mais beaucoup moins de chances de gagner que d'autres. Il y a différents types de classements pour les mains. Je vous en ai mis un sur les A que je vais vous montrer ici. Il faudrait peut-être que je trouve aide-mémoire des beaux jeux. Merci. Cette aide-mémoire a été faite par un joueur que je ne connais pas particulièrement, M. Slanky. Ça ne veut pas dire que c'est ça, puis ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire comme ça, mais je vous explique quand même. Lui, il a divisé les mains en 8 groupes. Bien, les mains jouables selon lui. Le premier groupe, ça, c'est des mains qu'on devrait toujours jouer. Quand on a As-As,
quand on a roi-roi, quand on a dame-dame, quand on a valet-valet, puis quand on a as-roi, le petit S veut dire suited, donc de la même sorte. As-roi de trèfle, as-roi de pique. Ça, c'est les mains les plus fortes. C'est les mains du groupe 1. On devrait toujours jouer ces mains-là et même on devrait toujours relancer pour protéger ces mains-là. Lui, après ça, il y a un deuxième groupe, le T pour ten, donc 10-10. As-dame de la même couleur, As-valet de la même couleur, Roi-dame de la même couleur, puis As-roi de couleur différente. C'est encore d'excellentes mains qu'on ne devrait normalement pas coucher au début, sauf si quelqu'un relance vraiment fort puis nous fait croire qu'il y a vraiment plus, mais c'est encore des mains d'une très grande qualité. Troisième groupe, on est rendu avec 9-9, 10 valets de la même couleur, valet-dame de la même couleur, valet-roi de la même couleur, As-10 de la même couleur ou As-dame, peu importe la couleur. C'est encore d'excellentes mains. Fait que moi, je dirais que ces trois catégories-là, c'est des mains qu'on ne peut pas se permettre de ne pas jouer. C'est des mains, sans dire extraordinaires, de très bonnes mains. Ensuite, les groupes suivants, vous êtes capable de les lire comme moi, c'est des mains qui sont un peu plus faibles. Mettons les groupes 4, 5, 6. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer ces mains-là, mais il faut quand même être plus prudent. Si je prends par exemple la main roi 10, ben, roi 10, c'est pas une vilaine main. Mais si ton roi sort, est-ce que quelqu'un a une meilleure main que toi? Il y a peut-être un roi valet, un roi dame, un as-roi. C'est plus des mains de première qualité. Quand il y a des petits X, comme ici, As X suited, ça veut dire un As, et peu importe la carte, mais de la même couleur que l'As. Fait que je dirais que les groupes 4, 5, 6 sont des mains relativement bonnes. Disons que ce pas des mains mauvaises, mais c'est des mains beaucoup plus dangereuses. Les groupes 7 et 8, ainsi que toutes les autres mains qui n'ont pas été marquées là, bien, c'est des mains beaucoup plus faibles. C'est des mains où il faut vraiment faire attention quand on joue ces mains-là, parce qu'il y a énormément de possibilités que quelqu'un ait une meilleure main que nous autres. Ce petit tableau-là, ce n'est pas un tableau qu'on devrait garder à côté de nous autres pour savoir si on doit jouer ou pas. Mais c'est quand même un tableau qui vaut la peine de regarder pour dire hey, ça, est-ce que je joue ça? Et comme je disais, il y a des mains qui ne sont pas nécessairement dans les premiers groupes, mais que certains types de joueurs adorent. Je prends un exemple, une main comme 7 et 8 de la même couleur.